Les podcasts de la Paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenue les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Rosane Le Carboulec, je suis journaliste indépendante et aussi journaliste pour Basta. Et avec mes consoeurs du collectif Hors Cadre, on a mené un grand projet d'enquête sur l'écosystème du milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin l'année dernière. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, ça va être l'occasion. Et donc, on va en parler ensemble avec ma consoeur Annabelle Martella, Fanny Marlier, Elsa Sabado qui nous rejoint d'ici quelques minutes. Et ensuite, on passera la parole à notre camarade Olivier Petitjean de l'Observatoire des multinationales qui, lui, a réalisé un travail complémentaire de cartographie du système de Pierre-Édouard Stérin. Vous allez voir qu'il est très complexe et très vaste. Alors peut-être Fanny et Annabelle, est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter, expliquer un petit peu à la salle comment on s'est mis à travailler sur l'écosystème de Pierre-Édouard Stérin? En fait, ça a commencé par notre consoeur Elsa Sabado et notre confrère Simon Mauvieux, qui est aussi dans le collectif, et qui sont allés, alors que c'était pas du tout connu à l'époque, enfin en tout cas pas autant que maintenant, à la Nuit du Bien Commun à Paris. Et en fait, en s'y rendant pour Libération, ils faisaient un papier pour Libération, ils se rendent compte que les associations donc, qui pitchent devant le public pour avoir des donations, sont toutes un peu louches, dans le sens où elles se présentent toutes comme apolitiques, bien sous tout rapport, etc. Mais ils sentent qu'il y a une idéologie derrière et ils se disent, mais en fait, il faudrait pouvoir enquêter sur ces associations. Et donc, en fait, c'est parti de cette intuition-là. Et après, quand nous, on a commencé à vouloir travailler collectivement, vu que en fait, on visait toutes ces associations-là qui étaient financées par les galas de charité de la Nuit du Bien Commun, mais aussi par le Fonds du Bien Commun, qui est le fonds de dotation de Pierre-Édouard Stérin. Donc là, c'est lui directement qui passe l'argent. Eh bien, en fait, ça a été assez évident en tant que collectif de se mettre à plein dessus, parce qu'il y avait quand même des centaines d'associations et que ça représentait plein de thématiques différentes: l'éducation, la culture, les droits des femmes et des minorités, le social, etc. Et qu'au sein de notre collectif, il y a plein de personnes qui ont plein de spécialités différentes, et donc ça permettait de chacun et chacune mettre ses compétences à l'œuvre collectivement. Et oui, peut-être en deux mots, donc nous on est des journalistes pigistes, donc ça signifie qu'on travaille pour différentes rédactions à la fois. On n'est pas au sein d'une rédaction à plein temps tout le temps. Voilà, on peut pas. Enfin, pour nous c'est énorme aussi en termes d'organisation et pour trouver des financements, de pouvoir travailler sur un projet comme ça. Mais donc, on a répondu à un appel à projet du Fonds pour une presse libre, qui était cette année-là pour la première fois ouvert aux pigistes. Et on a candidaté avec ce projet. Et ce projet, au-delà d'essayer de pas partir simplement d'une anecdote, si on avait fait un article, on l'avait publié une fois, un autre article 6 mois après, on voulait vraiment un gros projet qui décrypte le système et qui soit regroupé quelque part. Et au-delà de ça, nous, voilà, on a plein de spécialités différentes. Et donc, travailler en plus sur les associations, ça permettait de nous répartir nos thématiques un peu chères. Voilà. Moi, je travaille beaucoup sur l'éducation. Il y en a qui travaillent beaucoup plus sur les questions de genre, d'autres sur l'écologie. Enfin, voilà, on s'est complété comme ça aussi en se répartissant des thèmes. Et la carte qu'on vous montre, c'est que ce projet, il a été publié dans différents médias indépendants: Arrêt sur Image, Reporter, Basta, Médiacité, La Déferlante, j'en oublie peut-être. Et surtout, on a regroupé l'ensemble de ce projet sur une cartographie interactive qui a été publiée sur Basta, où vous pouvez retrouver toutes nos enquêtes. Et si on clique, voilà, ça, c'est une carte qui a été développée avec le soutien de WeDo Data, qui nous ont apporté un savoir-faire inestimable pour nous.
Et voilà. Et donc, on a cette cartographie. Et quand on clique, on a les antennes des associations. On peut voir... En fait, nous, on s'est intéressé à l'idéologie derrière. Qui aussi dirige ces associations et pourquoi, dans quel but, au-delà des discours, au-delà de la communication, et à la part d'argent public capté par ces associations qui se mettent souvent dans des zones, qui s'implantent souvent dans des zones délaissées par les services publics. Voilà, en gros. Avant de poursuivre, je me rends compte qu'on n'a pas vraiment présenté qui était Pierre-Édouard Stérin. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne savent pas, qui ne situent pas le personnage? Simon Mauvieux, c'est un troll, notre camarade. il est membre de notre collectif. Tout le monde situe le personnage, on n'a pas besoin de détailler. Ok, super. Du coup, Fanny, tu as commencé un petit peu à expliquer comment, enfin, quelles associations, sur quelles associations on avait travaillé. Est-ce que tu peux expliquer comment s'est effectué le choix des associations? Pourquoi peut-être il y en a certaines qui nous ont plus intéressés que d'autres? On a notamment essayé de tracer les financements publics du coup perçus par ces structures. Vous me complétez parce que j'ai peut-être pas tout en tête, mais globalement c'était aussi ce qu'on avait en tête, c'était aussi voir leur importance sur un territoire et aussi la manière dont elles voulaient se développer. Par exemple, moi, le projet d'école sur lequel j'ai travaillé, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y en avait 2 ouvertes, mais qu'ils voulaient en ouvrir 6 autres. Voilà, et ça montre aussi une expansion pour à la fois couvrir tout un territoire, mais ça montre aussi qu'il y a de l'argent et qu'il y a une envie de grossir, quoi. Donc, est-ce que tu veux du coup présenter un petit peu le travail d'enquête que tu as mené sur ces fameuses écoles, le réseau Excellence Ruralité? Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors moi j'ai travaillé avec ma consoeur Sarah Bosquet, parce qu'on a travaillé à chaque fois en binôme. C'était aussi un moyen pour nous de faire fonctionner aussi notre collectif, de créer aussi un lien de confiance encore plus important que celui qu'on avait. Et donc moi j'ai travaillé sur le réseau d'écoles Excellence Ruralité. C'est un réseau d'écoles qui s'implante dans les zones rurales, paupérisées en tout cas, pour lutter contre le décrochage scolaire dans ces lieux-là. Il faut savoir qu'ils s'implantent dans des coins où, pour l'enseignement public, le moindre... deux élèves en moins peut faire fermer une classe. Donc c'est des enjeux... ça vient complètement concurrencer l'enseignement public. C'est des enjeux hyper importants. Et contrairement à d'autres écoles fondées par Pierre-Édouard Stérin, celle-ci, elle s'adresse aux classes sociales défavorisées. Donc voilà, c'est soutenu par tout le Fonds du bien commun, par la Nuit du bien commun, mais aussi par d'autres fonds catholiques traditionnalistes, financièrement. Et les parents ne payent pas grand-chose, entre 10 et 30 euros parfois. Enfin, voilà. Pour pouvoir scolariser leurs enfants dans ces écoles hors contrat. C'est des écoles où tous les matins, les enfants vont chanter la Marseillaise en levant le drapeau, les enfants portent des uniformes. C'est des petites classes, ils font beaucoup leur publicité là-dessus. Là aussi, c'est encore une concurrence de l'enseignement public, puisqu'ils disent, oui, mais chez nous, votre élève, votre enfant sera bien, puisqu'il sera dans une classe de 10, 15 maximum, il sera bien encadré, tout ça. Donc voilà, donc nous, on a déjà décrypté toute l'idéologie à l'œuvre du projet, on a publié deux papiers, mais surtout, on a récupéré... puisque donc ils vantent les mérites de l'excellence de leur savoir-faire, on a récupéré des rapports d'inspection. Et ça montre que, en réalité, derrière l'excellence promise, il y a un enseignant qui enseigne à la fois les SVT, les maths et le PS, qui était chez Leroy Merlin la semaine avant, en fait, qui n'avait aucune formation particulière. Ça, c'était hyper important. Je trouve que c'était décisif pour nous d'avoir accès à ces rapports pour vraiment, en plus, derrière l'idéologie, montrer que les promesses d'excellence, elles sont vaines. Voilà. Et je ne sais pas si tu veux que je dise déjà un tout petit mot sur peut-être l'éducation à la sexualité, qui est un gros enjeu aussi, une grosse bataille culturelle dans ces écoles-là. On a découvert que la méthode qui avait été enseignée pendant plusieurs années... Alors, les écoles hors contrat ne sont pas obligées de faire les 3 séances annuelles comme c'est le cas dans l'enseignement public, mais voilà, en guise d'atelier
on va dire, de sensibilisation à l'éducation à la sexualité. La méthode qui a été enseignée pendant des années dans ces écoles, c'est la méthode dite Teen Star, qui vient des États-Unis et qui, en guise de sensibilisation, prône l'abstinence avant le mariage. Voilà. Qui, en plus de ça, est financée par une fondation proche des mouvements anti-genre. Voilà. Je ne vais pas faire plus long. Toujours dans cette galaxie des mouvements anti-genre et des différentes thématiques qu'on a pu traiter, toi, Annabelle, tu t'es intéressée à l'association Familia. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Alors, Familia, c'est une association qui a été créée à la base à Lyon par un couple, les Véron-Lacroix. Et en fait, Thierry Véron-Lacroix, qui a créé cette association, est un ancien de l'OPUDI et d'autres mouvements sectaires. Et donc, cette association, elle a pour but d'accompagner les couples en difficulté et donc de gérer la question aussi des enfants quand le couple va mal ou se sépare. Donc en fait, ils proposent majoritairement du conseil conjugal, mais également ils ont des médiateurs. Le couple d'ailleurs a le diplôme de médiation familiale. Donc ça, la médiation familiale, c'est quand vous allez vous séparer, vous n'arrivez pas à vous entendre pour les enfants et donc le juge demande une médiation. Et donc là, vous allez voir un médiateur familial et donc ces personnes-là le sont également. Donc au sein de Familial, donc il y a ces rendez-vous que vous pouvez prendre, mais il y a aussi des ateliers autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle avec des associations comme Cyclo Chaud, qui ressemble à ce que vous a décrit Fanny. Il y a aussi des ateliers sur la naprotechnologie, sur laquelle Elsa et Simon ont enquêté, qui est une manière de ne pas passer par la PMA pour les personnes qui seraient contre, et du coup de privilégier une méthode naturelle qui n'est pas du tout prouvée scientifiquement et qui est du coup enseignée par des sages-femmes dans les familias auprès d'adultes, mais aussi auprès d'adolescentes, parce que ça peut aussi être une méthode pour limiter les naissances, comme pour reprendre leurs mots. Donc en fait, il se passe ça dans ces familias. Donc il y en a un qui se trouve à Lyon, et puis après il y en a à Roanne, il y en a un qui vient d'ouvrir à Saint-Étienne, il y en a à Paris, il y en a à Nancy. Enfin, ils ont un gros maillage. Et donc ils ont les financements de Pierre-Édouard Stérin par le fonds et par les Nuits du Bien commun, mais ils sont également financés par le ministère de la Justice, par les différentes CAF, par la région Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a beaucoup de familias qui s'installent. Et ça pose tous les problèmes que vous imaginez en termes de laïcité, en plus, puisque ces associations, quand on est financé par la CAF, où on est censé respecter la charte de la CAF qui prévoit le respect de la laïcité. Et c'est vrai que ça pose question quand on voit que Thierry Véron-Lacroix, dans La Vie, donc un magazine chrétienne, dit que Familia est apolitique, anti-religieux, pas anti-religieux, mais apolitique et laïque, et que en fait, malgré tout, c'est quand même une œuvre d'évangélisation. Enfin, c'est ce qu'il dit, et que quand un couple réussit à s'entendre après une séparation ou des difficultés, c'est que l'amour est là, donc Dieu est avec nous. Et d'ailleurs, dans les journaux catholiques qui ont été en reportage chez Familia, il y avait des conseillères conjugales qui priaient à côté d'une salle où un couple s'engueulait pour les aider à ne plus à s'entendre mieux. Donc voilà, il y a toutes ces... Et donc ça pose énormément de questions qu'ils aient des financements d'État. Thierry Véron-Lacroix a même été reçu par le gouvernement pour présenter une étude que Familia a fait sur comment le divorce
la problématique de toute la société, puisque dans cette étude, il montre que la majorité des enfants, que la majorité des personnes SDF ou qui sont allées en prison sont pratiquement tous de familles monoparentales ou voilà. Donc oui, ça pose énormément de questions. Et puis en plus, la dernière chose, c'est qu'il crée une forme de confusion avec le planning familial. En tout cas, moi, c'est ce que le planning familial m'a expliqué, puisque il y a un familial qui s'est installé à Orléans. Il s'est installé à 2 pas du planning familial. Et en termes de subventions, c'est assez fou parce que le planning familial a eu d'énormes coupes dans le Loiret. Et Familia a eu un financement beaucoup plus gros que le planning familial de la mairie d'Orléans. Donc le combat est aussi sur des questions financières. Effectivement, comme tu le dis, Annabelle, du coup, le fil conducteur peut-être de toutes ces associations, c'est que toutes se présentent comme aconfessionnelles et apolitiques. Or, on s'est rendu compte sur le terrain que la plupart sont catholiques, plutôt versant traditionnaliste, voire identitaire, et par ailleurs que toutes sont plutôt réactionnaires. Moi, par exemple, du coup, j'ai fait une enquête sur la maison de Marthe et Marie, avec ma collègue Sarah Bosquet, qu'on a publiée à la fois dans le média normand Le Poulpe et dans La Déferlante. Et on s'est rendu compte que dans cette association du coup qui dit accompagner les femmes enceintes dites vulnérables, en fait on demande aux volontaires de prier tous les matins. Les bénévoles de l'association sont engagés du coup sur la base de leur religion. Finalement, il faut qu'elle soit toute catholique. Il y a des prêtres qui viennent dans les maisons bénir les enfants à leur naissance. Et du coup, tout ça pose des questions sur les financements publics perçus par ces associations qui, finalement, ne respectent pas la charte de la laïcité qu'elles sont censées respecter. Et toi, Elsa, c'est aussi... tu as pu confirmer ça dans le cadre des différentes enquêtes sur lesquelles tu as pu travailler, et notamment le gros volet « Laissez-les servir » pour le Bondi Blog. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? En quoi ça consiste? Quelle est cette association? Moi, je voulais juste rajouter une petite précision sur nos 2 enquêtes et sur aussi les enquêtes sur les associations sur les associations qui font de l'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est qu'aussi toutes sont financées, en plus qu'elles sont financées par l'État et Pierre-Édouard Sterrin, par des organismes anti-IVG, et donc bien évidemment le combat contre l'avortement est aussi totalement dans leur ADN. Alors là, les assos dont on vient de parler, c'est l'axe le corps des femmes, en gros, corps des femmes, droit à la vie, reproduction. À la nuit du bien commun, où on est allé la première fois en 2021 avec Simon, moi j'avais distingué 3 axes de ce terrain qui étaient les vieilles pierres, en gros le patrimoine, les spectacles, etc. Et ça, Annabelle a fait tout un papier sur les spectacles. Et attendez, mince. Bref, j'ai perdu mon fil. Et voilà, voilà, et les axes. Et il y a un axe que nous, on a essayé, qu'on n'a pas énormément creusé jusque-là dans notre truc d'enquête, mais qu'on a effleuré avec notre enquête sur la colonie de vacances. Laissez-les servir, c'est l'axe anti-migrant. Enfin, anti-migrant, raciste en fait. Donc, cette colonie de vacances, il faut savoir que j'avais travaillé dessus, moi, en 2020. C'est une colonie de vacances fondée par un colonel, le colonel Abdoul Hussein, qui a réussi grâce à l'armée coloniale et qui a donc pour projet de refaire la même chose avec des petits jeunes de Pierrefitte et de Saint-Denis. Donc il a créé, une fois qu'il était à la retraite de sa carrière de militaire, il a créé une colonie de vacances dont le principe c'est d'amener des gens de quartiers populaires en camp d'été pour faire des travaux d'intérêt généraux, donc nettoyer les cimetières. Ils sont sur une grande pelouse où ils font des tours de stade, des pompes et je ne sais quels exercices. Le matin, ils font le lever des couleurs. Ils apprennent des chansons
tels que C'est nous les Africains qui revenons de loin. Et donc, on a un reportage sur C8 qui parle de ça, où on voit les images, c'est vraiment pas mal. Cerise sur le gâteau, il fait intervenir des catholiques traditionnalistes. Alors, avant, je les avais déjà tapés en 2020, où il y avait la couverture de la page Facebook. On voyait une brochette d'enfants. Et quand vous cliquez, la photo s'étend. Et en fait, c'était une brochette d'enfants en treillis face à un abbé en robe. Et du coup, donc ça existait déjà en 2020. Là, on a mis au jour un nouveau truc. Ils font venir des prêtres de la société Société des missionnaires de la miséricorde divine, donc qui est une congrégation qui vise à convertir les musulmans, qui a été créée en 2005 à Toulon. Et ils ont dans cette congrégation, ils ont des cours d'islamologie, vraiment, c'est leur... et donc, ils font venir deux moines, là, c'est pas des moines, c'est des prêtres, mais en robe de bure dans la colo. Bref. Donc, en 2020, je fais une première... je commence à dénoncer ces trucs-là. Il y a un peu... Et voilà, et bien sûr, cette colonie de vacances est financée par la région Île-de-France et aussi par Pierre-Édouard Sterrin, par l'intermédiaire d'un gars qui est au conseil d'administration d'un camp masculiniste qui s'appelle Le Cœur des Hommes, et où les papas peuvent venir retrouver le sens de leur masculinité. Bref, il y a beaucoup d'informations, comme vous l'aurez vu. Et donc, cette colo, en gros, on relance l'enquête, on retrouve plein de... Enfin, voilà, tout ce qui est l'axe colonial, l'axe religieux, etc. Mais là, et on envoie en juillet nos contradictoires. C'est le truc où on dit... Et notamment à la CAF, parce que la CAF, du 93, je leur dis... mais les gars, j'ai écrit ça il y a 5 ans, comment ça se fait que vous continuez à leur donner 33 000 € par an ? Et donc, rien ne se passe. Et un jour, on a un coup de téléphone, quelqu'un nous dit « Je ne peux rien vous dire, mais il y a des agissements. » Bon, donc on va à la colo dans le 78, et là, en fait, on se rend compte qu'il y a un arrêté préfectoral qui a été pris pour interdire la colo. Et en fait, il y a eu un alignement de planètes. En gros, le mec de la CAF qu'on a appelé pour lui dire il a téléphoné au directeur de la CAF, qui a téléphoné au préfet du 93, qui a téléphoné au préfet du 78 pour qu'il y ait un contrôle. Donc il y a eu un contrôle de la colonie de vacances où ils ont trouvé plein de trucs, les cahiers de prière, etc. Et en même temps, c'est là où alignement des planètes, si je puis dire, il y a une mère le même jour qui a été portée plainte à la gendarmerie à midi pour violence contre son fils, parce qu'elle avait mis son fils, pour le coup, un peu des beaux quartiers, dans cette colonie de vacances, et il s'était fait marave par le colonel et ses animateurs. Et donc avec plainte, etc. Et donc, donc d'une certaine manière, c'est nous qui avons déclenché cette histoire. On n'a pas fait exprès. Mais du coup, la conséquence, c'est qu'il y a eu interruption de la colonie de vacances, interdiction d'abord pour 6 mois, puis à vérifier pour 5 ans du directeur de la colonie de vacances. La région Île-de-France a supprimé les subventions de 45 000 € qu'elle lui octroyait chaque année. La CAF a supprimé les subventions parce qu'elle a fait échouer sa commission de la laïcité. Et enfin, il ne restait qu'une chose, c'est que qui avait donné les locaux à cette association pour qu'elle puisse vivre ? D'abord le maire de Pierrefitte, et vous n'êtes, Monsieur Fourcade, et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2 ans, avec qui a fusionné Pierrefitte ? Avec Saint-Denis. Donc le maire est Monsieur Hanotin. Et Monsieur Hanotin, jusqu'à ce qu'il se fasse à son tour marave, a refusé de supprimer le local, a continué à leur laisser profiter du local. Ça devrait changer a priori. Et donc, j'arrête. Et, pardon. Et du coup, voilà, donc c'était ça, notre enquête. Voilà, et on vous invite à aller lire ça sur le site du Bondi Blog, c'est en 4 volets, donc ça va bien vous occuper ce dimanche. Du coup, concernant les structures qui sont à l'initiative de ces nuits du bien commun, toute la sphère de Pierre-Édouard Sterrin dédouane Pierre-Édouard Sterrin en disant mais il est plus lié à la nuit du bien commun, c'est pas vrai, c'est un des fondateurs mais il s'en est écarté. Bon, il s'avère que la société qui organise ces nuits du bien commun s'appelle Obol et Pierre-Édouard Sterrin est par différents biais au capital de cette société. Annabelle, toi, tu as enquêté directement
sur Obol. Oui, avec Maya Courtois, qui est aussi du collectif pour Médiacité Nantes, on a pu montrer que, en plus de Bolloré, de ce terrain, tu t'as spoilé. Ah là là. Désolée, c'est que bien évidemment, les deux milliardaires qui ont une idéologie, pas exactement commune, mais avec pas mal d'acquaintances, c'est Sterrin et Bolloré. Et là, par Obol, la start-up nantaise qui est derrière les Nuits du bien commun, et de la levée de fonds pour aussi d'autres associations et des communautés comme les communautés de l'Emmanuel, on a pu voir qu'au capital, il y avait à la fois Pierre-Édouard Sterrin et à la fois Vincent Bolloré. Et donc, par cette enquête, on a pu montrer pour la première fois un lien capitalistique entre les deux milliardaires. Voilà, donc ça, c'est à lire sur Médiacité. Il y avait déjà des liens existants entre les deux hommes, puisque les Nuits du bien commun sont organisées à Paris depuis un certain nombre d'années. D'abord à l'Olympia, qui appartient à Vincent Bolloré, et puis ensuite aux Folies Bergères, qui appartiennent également à Vincent Bolloré. Donc on suppose qu'il y a beaucoup de liens existants. Et du coup, concernant tout cet écosystème et cette approche capitalistique, l'Observatoire des multinationales s'est penché en détail dessus pour essayer de d'abord enquêter sur ces différentes structures et puis réaliser une vaste cartographie de l'écosystème de Pierre-Édouard Sterrin. Alors vous en avez un aperçu là, et je vais laisser Olivier Petit-Jean vous présenter tout ça. Ouais, donc je vous rassure, on a une version simplifiée que je vous montrerai bientôt. Ouais, donc nous, Observatoire des multinationales, comme le nom l'indique, on est plutôt le volet effectivement économique, capitalistique, et donc on s'est intéressé concrètement en voyant apparaître ce personnage, Pierre-Édouard Sterrin, où était son argent, d'où venait son argent, etc. Donc pour des raisons évidentes de mieux connaître nos ennemis, et puis aussi pour évaluer, on ne le cache pas, leurs points éventuellement de vulnérabilité. Et donc voilà, et leurs complices. Et avec qui on travaille. Et là, c'est un point sur lequel je vais insister. On l'a vu un peu avec tous les financements publics ou les aides publiques au niveau local ou national qu'il y a pour les associations et autres qui sont financées par ce terrain. En fait, beaucoup de son business aussi fonctionne directement ou plutôt indirectement via le soutien de l'État. Donc voilà, on a reconstitué, on s'est plongé dans tous les documents. Donc premier constat, vous le voyez, l'empire de Pierre-Édouard Sterrin. Donc il possède pas tout ça à 100%, mais c'est un truc vraiment tentaculaire, super complexe dans plein de directions. Mais la source, donc voilà, ça c'est l'empire complet. Je vais aller direct sur la version simplifiée, ce sera plus simple. Donc première chose, je vais pas être très long, mais première chose qu'on retient, c'est que en gros, Pierre-Édouard Sterrin, il a fait son argent grâce à la Smartbox. Donc vous connaissez tous. Donc si vous voulez nuire à Pierre-Édouard Sterrin, donc faut déjà ne plus acheter le Smartbox. Et aussi, si vous avez déjà des trucs Smartbox que vous n'avez pas utilisés, il faut les utiliser. Parce qu'en gros, son business, c'est un peu comme la grande distribution. Il vend d'abord ses coffrets, donc il a plein de liquidités. Et puis, il y a une partie des gens qui ne l'utilisent jamais, donc il peut récupérer l'argent. C'est profitable. Et puis, en attendant que ce soit utilisé, il peut utiliser l'argent pour investir. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il a investi avec l'argent de la Smartbox dans plein de secteurs, et notamment, mais pas seulement, dans le secteur de la tech, où il a mis la main assez tôt sur ce qu'on appelle les licornes, donc des startups qui font des solutions pour le business, etc., qui valent beaucoup d'argent pour l'instant. Ensuite, on ne sait jamais, on peut espérer qu'un jour, ça va se casser la gueule et ça vaudra moins. Et donc, il a investi tous azimuts. Et l'autre chose qu'on a repéré, c'est qu'il ne fait pas tellement de différence entre ses investissements purement économiques, ses investissements prétendument philanthropiques, comme ceux qu'on a vus, et ses investissements politiques. Donc il fonctionne sur le même modèle. Il utilise l'argent qui vient de la Smartbox, il prête au Fonds du bien commun, par exemple, pour financer des associations catho, etc. Et donc, depuis qu'il a mis en place le projet Périclès, donc qui est un peu le nouveau versant depuis 2-3 ans politique, dont on n'a pour l'instant pas trop parlé, donc qui est là dans le coin à droite, donc il finance des think tanks très pourris qui visent à occuper les médias Bolloré, type l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, pour porter des messages des chiffres clés bidonnés anti-migrants. Des think tanks plus économiques, il essaie de mobiliser des milieux de petits patrons pour l'union des droites. Donc tout ce genre de choses, exactement le même modèle. Donc il n'y a pas de distinction entre le côté économique et le côté politique. Et donc ça c'est important, ça a été dit. Il y a plein de gens qui bossent avec Sterrin ou qui co-investissent avec lui, qui disent non, mais moi je sépare le politique et l'économique. C'est le cas d'Arnaud Montebourg, parce que Pierre-Édouard Sterrin, il a mis de l'argent dans pas mal des boîtes qu'a créé Arnaud Montebourg. En fait, c'est pas vrai. Tout est mélangé. Et donc le dernier point, c'est
Qu'est-ce qui a rendu possible que ce terrain investisse comme ça? C'est les politiques de Macron et BPI France. Donc il y a eu le soutien, à la fois la baisse de la fiscalité, le soutien à l'investissement dans la PME, la Startup Nation, etc. C'est plein d'avantages qui ont fait monter tout ça. Voilà, en gros, c'est ce terrain et beaucoup de gens comme lui qu'on connaît moins parce qu'ils sont moins visibles ou ils s'affichent moins. S'ils peuvent avoir créé des empires tentaculaires, c'est grâce aussi aux politiques économiques qu'on a eues dernièrement, voilà, qui ont défiscalisé plein de choses, qui ont laissé ces hommes d'affaires prendre le contrôle du secteur associatif. Donc, dans le secteur associatif, éducatif, etc., ce terrain, à la fois, il profite de subventions publiques, mais il profite aussi du retrait des pouvoirs publics qui financent moins d'associations. Donc, évidemment, les associations, même quand elles n'aiment pas trop ça, elles sont évidemment encouragées. On leur dit, vous pouvez aller à la nuit du bien commun, même si c'est pour servir d'alibi. Il y en a beaucoup qui y vont. Donc, voilà. Un peu comme Bolloré, mais à puissance 10, ce terrain, c'est une créature de Macron, en fait, et qui, aujourd'hui, renie un peu son maître, mais bon, c'est un peu le même monde. Bref. Et il faut savoir par ailleurs que toutes ces associations financées par ce terrain bénéficient, pour la plupart, de dons défiscalisés. Voilà, ce qui pose aussi question sur la réglementation aujourd'hui en vigueur, sur la possibilité pour certaines associations, y compris certaines ne respectant pas la charte de la laïcité et les principes républicains, de bénéficier de dons défiscalisés. Je regarde juste l'heure, il nous reste pile 10 minutes pour les questions de la salle. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions, quelques interrogations parmi vous? Oui? Non? Madame? Déjà, merci pour l'intervention, c'est très chouette. Et ensuite, la question que je voulais vous poser, c'est, vu qu'effectivement, il y a plein d'associations qui ne respectent pas cette charte de la laïcité, à quel point, vu que vous avez documenté tout ça, l'État se retire des subventions qui sont données à ces associations qui ne respectent pas la laïcité? Il ne se retire pas, à part sur quelques... Suite à l'enquête, moi par exemple sur Familia, il y a eu la métropole de Lyon qui a retiré sa subvention, mais c'est tout. Par exemple les CAF. Il n'y a pas de recours, il n'y a rien pour. Écoutez, je suis aussi étonnée que vous. En fait, pour l'instant, les recours se font pas vraiment à l'échelle nationale, pas du tout même. En général, les alertes remontent des collectivités locales. Des mairies, des conseils régionaux, conseils départementaux. Par exemple, pour la maison de Marthe et Marie, du coup, nous, on avait mis en lumière le fait que l'association bénéficie d'énormément de financements publics, et y compris de millions d'euros de la mairie de Paris, dans le cadre d'un projet de construction du coup de rénovation d'un ancien monastère parisien qui est destiné à accueillir cette association avec d'autres à Paris. Et donc quand on a mis ça en lumière, tout de même il y a eu des alertes du coup remontées à la mairie de Paris, et la mairie de Paris a pour l'instant bloqué les financements à la maison de Marthe et Marie pour ce projet. Donc là je crois que sur je sais plus 4 millions d'euros, seulement 40 000 ont été versés à ce stade, et pour l'instant voilà, c'est mis en stand-by. Mais sinon, concernant le respect pur et simple de cette charte de la laïcité, en fait, il y a très peu de contrôle, très peu de vérification. Moi, je dirais même plus que, en fait, ça pose la question du rôle et de la place des journalistes. Nous, on fait des articles où on dénonce des trucs. Des fois, ça a assez de portée, voilà. Il y a des reprises, et donc ça... Ils peuvent pas. Pécresse, par exemple, s'il n'y avait pas eu un article dans le Parisien, je pense, elle aurait continué de financer ce truc-là, cette colo, sans problème. Et donc, ça pose la question du rapport de force, parce qu'une fois qu'on a soulevé le lapin, on va dire, il faut que la société civile applique un rapport de force suffisant. Et ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est un peu on écluse un peu la mer à la petite cuillère, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de trucs, et aussi il y a une certaine normalisation ou un défaitisme. Et en fait, si les institutions sont pas chahutées, si elles sont pas chatouillées par la société, elles restent dans leur couloir, même quand les trucs sont scandaleux. Exemple, la colonie de vacances, il y avait eu des débats il y a 5 ans au conseil régional. Il y avait eu un article, j'avais fait un autre article dans l'UMA, on avait tout sorti, etc. Et il s'était rien passé. Voilà. Ouais, effectivement, on compte beaucoup sur la société civile pour s'emparer de nos enquêtes par la suite. Parfois, ça marche, notamment dans l'éducation. Il y a eu beaucoup de mouvements, de manifestations pour empêcher l'ouverture d'écoles hors contrat.
Ouais, ça ne marche pas, malheureusement. Mais oui, non, je pensais, il y a un détail que je n'ai pas expliqué, il y a quand même quelques victoires de temps en temps, mais c'est vrai qu'il faut en fait que la société civile s'en empare, sinon rien ne bouge. Quand je vous parlais de la méthode Teen Star, alors que je n'ai pas développé pour pas trop empiéter sur le temps, mais en fait, moi, Excellence Ruralité m'a dit oui, mais Teen Star, ça on le fait plus, on a remplacé par la méthode LIFT. Et LIFT, j'en avais jamais entendu parler. Je vous avoue, c'est le genre de truc qui n'arrive jamais, mais au bout de 5 minutes de recherche, je trouve un document qui me prouve que Pierre-Édouard Stérin, via un de ses fonds, avait donné, parce que c'est du mécénat en l'occurrence quasiment, 700 000 € à LIFT, dans lequel il n'y a aucun salarié, 2 personnes. Et en fait, LIFT, c'est une plateforme qui crée des modules vidéo d'éducation à la sexualité, où beaucoup de thématiques ne sont pas trop abordées, notamment comme l'homosexualité, tout ça. Mais ce que je découvre, c'est qu'il a déjà cette méthode, enfin cette plateforme, cette entreprise a déjà un énorme partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a investi, qui a fait un marché public. Comme par hasard, il y a uniquement LIFT qui a répondu. Le planning familial n'avait jamais été au courant qu'un marché public avait été ouvert. Et donc, voilà, c'est une entreprise qui ne va pas générer énormément d'argent, mais si Pierre-Édouard Stérin, il investit 700 000 € là-dedans, c'est bien parce qu'il a un intérêt idéologique là-dedans. Et ça a mis du temps. La région a essayé de poser plein de questions, ils n'avaient jamais de réponse, mais c'est parce que énormément d'associations se sont organisées que finalement le partenariat a été rompu récemment. Voilà. Mais après, moi, sur la question de la société civile, les familias, depuis l'enquête, il y a des manifs, il y a eu des manifs à Orléans, à Saint-Étienne. Donc il y a un rapport de force qui commence à se créer. Il y a nous toutes qui s'est emparé de l'enquête et qui informe les plannings familiaux. Familiaux font aussi font très attention et essayent aussi de rentrer dans un rapport de force en disant en fait là vous voyez vous avez donné ça comme subvention à Familia. Vous nous coupez. Comment vous expliquez ça, etc. Après il y a des régions où là la métropole de Lyon ou la région centre par rapport à l'enquête sur les spectacles, le fait qu'il y a une enquête, il y en a plein des élus qui des fois, que ce soit dans les régions, ils reçoivent énormément de dossiers. Eux, ces associations, elles savent très bien faire les dossiers de sub, et donc il y a des fois en fait juste ça passe dans les mailles du filet, et en fait le fait de faire une enquête après, et ça ils peuvent plus dire qu'ils savaient pas, et donc là on voit des retraits. Mais il y a des régions avec lesquelles, ou des régions, ou des mairies ou quoi, qui sont alignées avec ces associations. Et d'ailleurs qu'on voit que énormément de ces associations sont en région Auvergne-Rhône-Alpes, ce n'est pas du tout un hasard. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors il y en a une devant, une derrière. Ouais, monsieur. Oui, 2 choses. Sur l'aspect économique, j'ai lu, je crois, dans Mediapart, mais je ne sais plus exactement, où en est la santé. Parce que, finalement, s'il n'y avait plus Pierre-Édouard Stérin et sa fortune, on n'en serait pas là. J'ai lu que son empire, justement, vu sa dérive un peu, enfin sa dérive ou pas, idéologique et politique, fait que la santé financière de son empire ne soit plus aussi forte que précédemment. Donc est-ce que vous avez des informations là-dessus? Et la deuxième question, j'ai lu aussi, enfin peu importe dans quel média, il y a tous les aspects, les écoles, les associations, tout ça, mais qu'il y avait une école de formation des élus dans le cadre de présenter des candidats. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs au municipal, des gens qui ont été, je dirais, formés, formatés, orientés idéologiquement, parce que ça, vraiment, après, on peut avoir la société civile, mais s'ils ont des élus en masse dans les communes ou dans les municipalités, je veux dire, c'est quand même un lieu de pouvoir important. Ça, Olivier a commencé à en parler tout à l'heure. On les voit justement tout en haut de l'infographie, là, en haut à droite, il y a Politicae, l'IFP. Politicae, ouais, je te laisse répondre sur ces 2 points, du coup, Olivier. Effectivement, il y a toute la galaxie, donc du côté Périclès politique, on commence juste, il y a des choses qui sont claires, affichées, qui financent tel comme l'Observatoire de l'immigration et de la démographie
que j'ai mentionné, et il y a d'autres choses qui sont moins connues ou plus cachées, parce que malheureusement, quand c'est des structures associatives ou toutes nouvelles qui n'ont pas encore publié tous les documents, on a moins de traces de trouver ce qu'il y a derrière. Mais effectivement, on sent qu'il y a du mouvement autour de la formation des élus, quoique avec des succès mitigés quand même suite au municipal, parce que Politica a été vraiment axé local. Ensuite, il y a des créations de nouvelles structures, probablement plus liées aux élections nationales de l'année prochaine, qui sont en cours. Donc c'est effectivement quelque chose où il y a du mouvement qu'on essaie de suivre avec plein d'autres journalistes. Et sur la question de la santé financière, en fait, on n'a pas tous les éléments. Comme j'ai dit, ça repose sur la Smart Box. Et effectivement, la Smart Box, c'est un modèle déclinant à terme, donc à voir si ça va décliner très rapidement ou pas rapidement. Et ensuite, l'autre levier, c'est que donc il a un investisseur, donc il investit dans des boîtes en espérant qu'il va les revendre en faisant des plus-values. Et là, l'article de Mediapart, il était vraiment très à charge contre François Durvy. Donc moi, Mais globalement, on est dans un contexte très économique assez compliqué, justement pour la tech, les investisseurs. Donc il n'arrive pas à revendre les choses avec plus-value. Donc il a plein d'argent bloqué dans des boîtes qu'il n'arrive pas à revendre, en fait. Donc est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est un affaiblissement conjoncturel? Juste en ce moment, il a moins de liquidité. Ou est-ce que c'est durable? Là, j'ai pas vraiment les éléments. J'espère. Mais faut se méfier de la part de. On aimerait bien qu'ils se cassent la gueule tout seul, mais bon, faut se méfier. Donc, faut rester prêt sur le fait que peut-être en fait, il a plus d'argent que. Oui, ça reste un milliardaire. Mais non, moi juste, c'est vrai que je partage un peu ce qu'Olivier dit, c'est que du coup, il faut pas non plus que ça freine les médias. Non, mais je veux dire qu'on se dise oui, bon, il a moins d'argent, il va être un peu plus discret. Et moi, médiatiquement, je me dis, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on ne regarde plus ce qu'il est en train de faire, en fait. Voilà. Mais non, je sais bien, mais je trouve que est-ce qu'on a le temps pour une toute dernière question? Oui. Alors, on en avait une au fond tout à l'heure. Allez-y. Je voulais savoir si vous connaissiez un petit peu les banquets du Canon français qui sont aussi financés par la Nuit du bien commun. Et voilà, ce que vous en... Alors, c'est plutôt Thomas Lemayeux a fait des papiers là-dessus cet été, oui, qui est journaliste à l'Humanité. En gros, on est quelques-uns à bosser sur ce terrain, on se retrouve un peu les mêmes à chaque fois. Ça, c'est plutôt pour l'instant, en tout cas, Thomas Lemayeux. Mais oui, il y a donc les canons français, c'est donc des grandes fêtes, des grandes ripailles qui sont organisées par une entreprise qui s'appelle Les Canons Français, où ils vendent des bérets, des bretelles, on met Michel Sardou à balle, on mange du sanglier et les lacs du Connemara, et voilà. C'est 80 balles l'entrée. En gros, ça a quand même suscité des mobilisations. Donc il y a une mobilisation à Rennes où ils ont réussi à faire, ça se fait dans des grands châteaux habituellement, ils ont réussi à faire, ils ont dû changer de château à Rennes. Et il y en a une, moi je me suis un peu intéressée à ce truc-là, je suis allée faire un reportage sur les municipales à Montluçon, figurez-vous. Et il y avait eu juste la semaine précédente, 3 jours, je crois qu'il y a eu 2500 personnes qui sont passées, le truc était plein. On est dans une région qui est complètement sinistrée, en désindustrialisation, avec très peu d'animation, d'activité et tout. Et moi, je faisais un reportage sur la campagne municipale vue de la Bourse du Travail. Donc j'interviewais majoritairement, voire exclusivement, des CGTistes. Et même eux étaient un peu, oui, c'est un facho, mais en même temps, si on commence à dire, on a des copains qui y vont, mais c'est pour la fête, c'est parce qu'ils aiment bien la fête. Si on commence, c'est compliqué. Il y a vraiment, comme ils prennent, ce que disait, un peu comme sur l'école, ils arrivent sur des terres qui sont en cendres et ils proposent quelque chose et voilà. Donc, mais il y a les canons français. En fait, ça c'est tout le côté patrimoine. Donc, il y a les plus belles fêtes de France, il y a l'association de chant, il y a tout ce qui sont les musées, la Cité de l'Histoire, la Cité des Femmes, les musées en immersion, il y a les spectacles, les spectacles historiques. Les associations de réinsertion qui restaurent le patrimoine, qui restaurent les vieux. Il y a SOS Calvaire qui refont les croix de chemin. Figure-toi que j'ai appris ce week-end que que des conservateurs de Calvaire commençaient à en avoir ras la casquette de SOS Calvaire parce qu'ils font pas les choses dans les règles de l'art. Oui, totalement. Il paraît qu'ils restaurent pas bien et même qu'ils mettraient peut-être, je crois, des calvaires à des endroits où il n'y en avait même pas.
Voilà, mais oui, ça c'est le côté donc culture, patrimoine. Ouais, ça nous dit qu'on doit s'arrêter. Nous restons à votre disposition à la sortie. Tout à fait. Merci. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur la-paillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.